les pouvoirs de l'admiration. Quelque chose, en fin de compte, qui est assez intriguant. L'admiration. Ah oui? Il va falloir apprendre à en connaître davantage, éventuellement. J'ai des choses à dire. Oui. Et pour faire une meilleure présentation, on va inviter Mme Marie-Josée Ayotte, enseignante au Cégep de Trois-Rivières, que je crois bien que vous connaissez très très bien. Oui. Bonne année. Je connais un peu. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. En faisant le tour d'horizon, je pense que je peux avouer sans me tromper que je suis probablement la seule à qui j'ai hâte d'enseigner au Cégep, au bac, à la maîtrise, et en plus qui a été sa collègue de longues années et qui est maintenant, je pense, une bonne amie. C'est un homme que j'apprécie beaucoup sur plusieurs plans. Alors, c'est d'ailleurs un plaisir, un honneur de le présenter ce soir pour vous. Alors, homme de lettres, penseur, graveur et ouvreur d'œuvres, comme de parcours d'écrivain, Gérald Godet est un être à part dans le paysage culturel trifluvien. Sa carrière de poète, d'enseignant, de critique, d'essayiste, d'intervieweur en est une de total dévouement à la connaissance, à la reconnaissance, à la transmission et à la diffusion de la littérature, dans son sens le plus noble, qui élève l'esprit et porteur d'enthousiasme. Donc, ce qui nourrit, effectivement, et élève l'esprit, ce qui anime l'âme, en lui donnant sa pleine expansion. Peut-être a-t-il plus en commun qu'il ne le croit avec Victor Hugo, ou un Victor Lévy-Beaulieu, plus que la barbe blanche qu'on leur reconnaît. Gérald est un lecteur créateur qui ouvre les imaginaires comme des livres. Il raconte leur histoire, leur mise en scène du monde, leur désir de l'autre inscrit dans leur présence, dans leur voix. Il parcourt des lignes de jour, des lignes de nuit. Il ne veut pas choisir entre le doute et l'étonnement. Il veut penser les deux, en faire des découvertes et des enchantements certains. Mais que faire, cher ami des lettres, quand, je te cite, la planète n'est plus lisible, quand le monde ne tient plus sur ses jambes et à ses mots, quand la société devient dépressive, saturée de démagogie aveugle, de la peur de l'autre, de la peur de demain sans lendemain, quand les êtres se ratatinent chacun dans leur coin, éclairés au pixel, quand le déficit spirituel se mesure en lettres et joie perdues. Si tu permets, je vais poursuivre avec un extrait de La fiction de l'âme que tu as publié en 1995, recueil pour lequel tu t'es mérité le Grand Prix de la littérature de la ville de Trois-Rivières. Vous direz aussi qu'il faut garder les yeux ouverts. La vraie vie, c'est l'écorchure, la catastrophe, la pauvreté. C'est la déception, l'infiniment petit. Les images viendraient de loin, de la solitude urbaine, de la maladie, de la civilisation, de la crise de l'Occident. Elles vous chercheraient, répétez-vous, après le journal de 18 heures, dans vos rêves la nuit, dans votre curiosité. Vous diriez encore de ces images qu'elles vous mettent dans des caisses avec des guerriers nus, qu'elles veulent vous jeter à la mer. Tu viens ce soir, Gérald, nous dire que nous avons plus que jamais besoin de sens pour lutter contre ces guerriers nus, pour remonter à la surface de cette mer agitée et incertaine, pour trouver refuge dans le recoin le plus intime de la pupille du regard, dans l'éclat soudain de l'admiration. Tu viens nous raconter les chemins de l'admiration, des chemins qui donnent à la voix ses accents, son élévation, qui donnent à penser un surplus d'humanité, un accroissement d'être qui t'est si cher. Tu viens ce soir nous dire, avec ces auteurs et leurs œuvres, que nous ne devons pas renoncer à ce qui surprend et enchante.
très, très cher. Merci beaucoup. Le garçon viendrait porter le sort, un 5 dans une poche. Si bien présenté. On peut y aller maintenant? Si bien présenté, évidemment, c'est extrêmement émouvant. Je me reconnais dans ces mots et je me rappelais pas avoir dit ça il y a quelques années. Puis je me rappelais pas, dans le fond, de radoter autant, de penser encore. Vous allez le reconnaître, en tout cas, certains des propos que vous venez d'entendre. Alors, merci beaucoup, Marie-Josée. En vous proposant ce soir cette thématique, j'étais bien conscient d'aller tout à fait à contre-courant, d'être une incongruité, dans le fond, dans le monde actuel. Parce que quand on entend à cœur de jour l'éternel reflet du chialage, on peut tenir à ce courant contraire pour sauver sa peau et ses raisons de vivre. Je dirais alors avec Pierre Vadeboncoeur, qui reprenait bien sûr Rimbaud à sa façon, il faut être absolument inactuel. Et être inactuel, pour lui, c'est considérer que la solitude peut être un acte de salubrité. Faire le vide parmi l'encombrement contemporain, c'est aujourd'hui, disait-il, l'acte libre par excellence. La solitude, disait-il encore, est loisir, autonomie, par conséquent, non-obéissance à un courant, désobéissance à ce courant, et même plus, un retrait vers quelque chose d'antécédent qui est soi-même. Être inactuel, c'est donc résister à tout ce conditionnement, résister, oui, tout ce courant qui veut nous entraîner vers le bas et nous voir effondrer. Nous ne voulons pas, quand nous admirons, nous ne voulons pas faire partie de la communauté des effondrés. Être inactuel en admirant, c'est en fait tenir à la vie, c'est tenir aux possibilités sans cesse renouvelées et enthousiasmantes de la vie, c'est s'offrir la possibilité d'aimer la vie, de l'accueillir et de l'aimer comme force transfigurante. Le geste d'admirer, c'est bien sûr une disposition, on le sent bien, une disposition affective, une disposition intellectuelle, une disposition émotionnelle, mais c'est aussi une disposition physique. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand on est en train d'admirer, quand on admire, le corps réagit. On se surprend tout à coup à se redresser, à lever un peu la tête et à se sentir aspiré, ni plus ni moins, vers le haut. Ce geste physique-là, autant qu'émotionnel, autant qu'affectif, autant qu'intellectuel, dans le fond, n'est pas banal. Parce que dans le fond, il dit que l'on se tient debout, il dit qu'on résiste dans le fond à ce courant dont je parlais tantôt qui veut nous attirer vers le bas. Il dit au fond, au contraire, qu'on tient à aller vers le haut. Et dans ce sens-là, il y a comme une façon de se redresser qui dit qu'on tient à une volonté de vivre, à une volonté d'exister, à une volonté d'exister beaucoup. Et vous savez sans doute, en m'entendant, vous avez sans doute fait des liens en vous disant que se redresser, se tenir la tête haute, c'est un peu comme se tenir debout. C'est une autre expression qu'on peut entendre. Et se tenir debout, eh bien, on sait très bien que c'est une façon de résister justement à ceux qui voudraient nous voir par terre, à ceux qui voudraient nous voir effondrer, à ceux qui aimeraient qu'on soit désolé autant qu'eux, aussi désespérés qu'eux, aussi assombris qu'eux, aussi incrédules qu'eux, aussi... Alors, on ne veut pas. Et quand on se redresse comme ça, alors derrière cette posture donc d'admiration qui est toute physique, on devine sans peine une philosophie d'être, une éthique même d'exister, en tout cas une impulsion fondamentale, une force orientante, une charge d'énergie qui dit un éveil de la sensibilité à ce qui élève et agrandit. Ça dit aussi une volonté d'exister et d'exister tout entier, imprégné bien sûr de la présence, de la puissance irradiante et enthousiasmante qui s'est manifestée devant soi dans toute sa splendeur.
Admirer, dans le fond, c'est pour dire non à la société dépressive. J'utilise cette expression-là, société dépressive, c'est Tony Anatrella, c'est un psychiatre. Bon, évidemment, dans son langage, à lui, il ne pouvait pas faire autrement que de parler de la société en la qualifiant avec son vocabulaire à lui, mais il a parlé de société dépressive, et ma foi, dans son analyse, même si dans son analyse, il y a beaucoup de niaiseries, mais il y a quand même, dans certains de ses propos, il y a quelque chose qui me semble très intéressant et tout à fait juste. Alors, il dit que plusieurs autour de nous, il a remarqué par exemple que plusieurs autour de nous, peut-être nous parfois, nous ne sommes pas si différents après tout, il y a beaucoup donc parmi nous qui se disent vidés, à bout de souffle, épuisés, et même pour cela, prisonniers de l'intérieur. Ça montre à quel point certains n'arrivent plus à mettre en œuvre leur existence. Le dépressif, rappelle Anatrella, ne veut pas ou ne peut pas exister. La fatigue, alors je cite toujours Anatrella, la fatigue dont beaucoup se plaignent est le symptôme d'une crise morale et devient un problème de société quand on sait que ce sont les raisons de vivre qui font défaut. Cette fatigue fait en sorte qu'on a de la difficulté à adhérer, que sa structure psychique est à ce point endommagée qu'on devient incapable d'adhérer à ce qui nous dépasse, donc à l'autre, à ce qui est différent, à ce qui pourrait nous sortir de cette impasse. Le dépressif, rappelait Anatrella, manque d'idéal, il est effondré, aucun horizon ne se présente à lui, il se défait de l'intérieur, aucune grande espérance chez lui, pour reprendre un titre de Charles Dickens. Il est celui que décrit Joël Pourbet dans le recueil qui lui a valu le prix du gouverneur général, Le mal du pays est un art oublié. Dans la noblesse du petit matin, il n'y a pas de raison de vivre, pas de miracle qui donne la force de se relever. Alors, cette difficulté de trouver une raison de vivre, ce manque de sens, ce manque d'horizon, ce manque d'élan, c'est celui qui est prisonnier de l'intérieur, celui qui est effondré, celui qui ne croit en rien, celui qui trouve tout futile, celui qui trouve que tout est inintéressant. Ainsi dégonflé, comment le fatigué, l'éternel insatisfait, celui qui est revenu de tout, pourrait-il être capable d'admirer? Avec leur oui mais, leur je suis pas capable, leur c'est pas possible, ils ont toujours à redire, toujours à refuser, cherchent à corriger le oui qui s'affirmait et qui s'ouvrait à l'autre. Au fond, ils résistent autant à l'autre qu'à toutes les possibilités d'échange et de rencontre et d'agrandissement d'être qui pourraient émerger d'eux. Voilà pourquoi il importe de nous protéger, de garder jalousement nos élans de vie, car eux semblent dire on est dégonflé puis on est bien de même. Je dirais encore admirer pour épouser au fond le dynamisme même de la vie. Admirer pour ne pas sombrer avec cette société morose et dépressive suppose en effet une énergie poussée à son sommet. Et c'est là que mon vieux professeur de poésie et de lecture, celui qui m'enseignait l'amour des mots et de la poésie, je ne l'ai pas connu personnellement, je suis vieux mais pas tant que ça, je parle de Gaston Bachelard, me soutient. Il a écrit qu'à un élément matériel comme le feu, on peut associer un type de rêverie qui commande les croyances, les passions, l'idéal, la philosophie de toute une vie. Bon, en pensant au feu, il a écrit 2 livres sur le feu. Vous connaissez ces livres sur la philosophie de l'imagination. Mais il a écrit 2 livres sur le feu, la psychanalyse du feu et la flamme d'une chandelle. Et comme ça arrive souvent chez lui, il en arrive à un axiome. Il dit, puisque toute flamme est un feu vertical, puisque toute flamme est verticale, toute verticale est ou évoque une flamme. Alors dans ce sens-là, quand on se redresse, comme je le disais tantôt, quand on lève la tête, on devient une flamme dans le vocabulaire, on pourrait dire, de Bachelard. Donc, on manifeste aussi donc, ce dynamisme de la vie. Alors, quand on observe comme Bachelard nous invite à le faire la flamme d'une chandelle, on remarque. Remarquez bien ça. Remarque, vous l'avez peut-être déjà fait, vous avez peut-être lu ce beau petit livre-là qui s'appelle La flamme d'une chandelle, qui est tout petit, mais c'est une vraie splendeur. C'est un livre tout à fait
mais que j'ai relu il n'y a pas longtemps pour la cause. Mais mon Dieu, ça demeure absolument charmant. Alors, on remarque d'abord la flamme, quand on regarde la flamme d'une chandelle. Ça aussi, c'est un peu inactuel. Vous savez, les chandelles, maintenant, elles sont artificielles, puis elles ne sont pas très dangereuses, elles ne vacillent pas beaucoup, sauf quand il manque d'électricité. Alors, revenons à la chose, c'est quand on observe bien la chandelle, la flamme de la chandelle, on s'aperçoit que la flamme vacille. Et que ça prendrait un courant d'air un peu fort pour l'éteindre ou pour, évidemment, pour fortement l'ébranler. Mais quand ce courant-là n'est pas très fort, mais quand même il y a des courants, on voit très bien qu'elle peut vaciller, mais au contraire qu'elle reprend toujours sa position droite et elle reprend toujours sa droiture, on pourrait dire, et elle tend toujours vers le haut. Parce que deuxième observation, on remarque aussi que la flamme d'une chandelle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pointe. Elle pointe vers le haut, forcément. Puis quand on dit que quelque chose pointe, c'est qu'elle indique un but, elle indique une intention. Et ça, c'est pas si mal aussi. Et ce qu'elle indique un haut. Mais alors, troisième observation, quand on regarde ce qu'il y a au bout, qui est bien présent, ce qu'il y a au bout, c'est quelque chose qui, tout à coup, n'est plus de la matière, qui est plutôt une irradiation, qui est plutôt une vibration, qui est plutôt une luminosité. Alors quelque chose qui, tout à coup, n'est pas de la matière, mais qui est de la non-matière, qui est de la surmatière, qui est quelque chose qui, plutôt que d'être circonscrit dans une forme, tout à coup, se dégage des formes et, dans le fond, est un au-delà des formes et devient lumière, bien entendu. Alors, tout ça pour dire que, dans le fond, si on fait comme Bachelard et qu'on dit l'être humain peut devenir une flamme, peut épouser le destin d'une flamme, alors quand on est en admiration, quand on a le corps droit comme la flamme tient le corps droit, eh bien, on est comme la flamme et on est comme poussé, attiré vers tout ce qui vient, tout ce qui est en haut. Alors, c'est dire qu'à la flamme sont associés de la résistance, un choc, un courant d'air, par exemple le courant d'air de toute notre époque, une force assurément, une force de travail, une énergie qui est d'une capacité de s'élever et de se relever, mais ça indique aussi une intensité d'être, on sait qu'on est dans un feu, une intensité d'être qui mène au dépassement. Ainsi, devenir flamme dans l'admiration, comme celui qui se tient droit, qui lève la tête et qui admire, c'est se lier au dynamisme même de la vie, participer au mouvement qui mène vers le haut. Alors Bachelard, il dit, brûler haut, toujours plus haut, pour être sûr de donner de la lumière, n'est-ce pas, le destin de toute flamme, le conseil de toute flamme. Ce dépassement est une victoire, finalement, sur le courant, sur les vacillements, sur la fragilité. C'est une victoire et c'est une transfiguration. Et il dit aussi, il parle de Nietzsche, il dit l'art de sauter, Nietzsche écrit, l'art de sauter au-delà de soi-même est partout l'acte le plus haut. Il est le point d'origine de la vie, la genèse de la vie. La flamme n'est rien d'autre qu'un acte de ce genre, nous dit Bachelard. Alors, c'est assez précieux, tout ça. Autre considération que je vais avoir avec vous autres, c'est que pour avancer un peu dans notre réflexion, c'est que je dirais que pour admirer aussi, il faut d'abord une reconnaissance, une lecture qui sait apparaître, qui sait voir ce qui apparaît, qui sait voir ce qui se manifeste. Alors, je vais beaucoup parler de lecture. Dans le fond, c'est de savoir lire, savoir détecter ce qui est admirable, savoir détecter ce qui se distingue, savoir distinguer ce qui, par exemple, est capable de nous amener vers soi-même et plus que soi-même, vers un monde et plus que le monde. Et c'est une lecture. Et pour parler de ça, je vais me référer à un auteur que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup fasciné. C'est Pascal Quignard. J'ai lu beaucoup de livres, mais disons, j'ai retenu mes informations dans Vie secrète, qu'il a publié chez Gallimard. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Pascal Quignard, mais il a toujours
des avancées sur le langage à partir de l'étymologie absolument fascinante. Il a une passion de ça, un peu comme Michel Serres peut en avoir, mais il va encore plus loin que Michel Serres parce qu'il va chercher vraiment une étymologie. Vous savez que les dictionnaires d'étymologie ne nous donnent pas. On se demande quel document il peut avoir en sa possession pour aller aussi loin que ça. Mais d'un côté, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'il est capable d'aller chercher derrière on pourrait dire, la vie des mots, tout un monde pulsionnel, tout un monde imaginaire, tout un monde, et ça lui permet de dire comment le monde, dans le fond, visible et invisible, qui nous fait et qui nous défait, se présente, peut se lire. Alors, dans ce sens-là, il me semble absolument précieux, c'est un auteur fabuleux. Alors, justement, dans Vie secrète, il nous parle de fascination. La fascination, évidemment, c'est une modalité de l'admiration. Mais il nous parle d'abord du geste de lire. Encore une fois, quelque chose qui pour nous est important. Comme il le fait toujours, il va vers l'étymologie. Il rappelle que chez les Grecs anciens, lire, ça voulait dire reconnaître ce qu'on attend. C'est beau quand même comme expression. Reconnaître ce qu'on attend. Et évidemment, lire, c'était beaucoup lire les étoiles, lire la nature, lire le monde, si on veut, lire dans la nature. Et ça voulait dire aussi, lire les étoiles, c'était chez eux attendre les saisons, attendre le moment d'une poussée, attendre que surgissent les premiers bourgeons. Lire avait ainsi tout de l'espoir d'une naissance et d'une renaissance. Alors ça, c'est assez... Alors si admirer, c'est être en attente de signes qui vont nous indiquer justement les possibilités d'une naissance, d'une renaissance et d'une montée, si on veut, il y a quelque chose d'assez fabuleux et d'assez précieux que nous dit ici Quignard dans ce texte-là. Alors c'est dire, si l'on suit toujours l'auteur de Tous les matins du monde, que lire c'est, et je le cite, faire un pacte avec le langage des autres hommes si l'on escompte ne pas mourir. La nature, évidemment, qui se renouvelle tout le temps, ça ne meurt pas, en principe, il y a un cycle des saisons, mais évidemment, suivre. Alors, c'est comme parier sur ce langage des saisons, sur ce langage naturel, sur le langage, et c'est s'associer, finalement, dans son esprit, à cette marche du monde. C'est dire encore, lire, c'est dire encore, emporter ce qui n'est pas le perdu du langage, mais l'ombre que le langage porte. Il faut alors se souvenir avec Quignard, et là c'est assez étonnant et c'est assez beau ce qu'il dit, que dans notre expérience de vivre, d'aimer et de rencontrer, traversée par le langage, et je le cite, il y a toujours un angle mort. Je le cite encore, notre regard part d'un seul corps, jamais nous ne verrons en regardant en arrière, mettrions-nous bout à bout tous les rétroviseurs du monde, la scène qui nous fit et qui nous tente et dans laquelle nous ne sommes pas encore. Ce n'est pas seulement un bout de l'image qui nous manque, ce n'est pas seulement un bout du corps qui nous manque, cela, c'est ce que nous retrouvons dans la fascination qui fait appel à une image, à une représentation d'un ailleurs ou d'un au-delà qui incite par contre la pulsion de dire à se mettre en branle et à débloquer le moment de stupeur, ce moment de jouissance bien entendu. Et là, je vais aller un petit peu plus loin, je vais vous surprendre, j'espère pas trop vous choquer, mais dans l'étymologie que justement Quignard développe, il rappelle, Quignard, que les Romains ne disaient pas phallos, comme les Grecs, mais fascinus. Alors, le fascinus, c'était le phallos, mais il ne disait pas phallos. C'est un mot cochon, j'imagine, c'est un mot vicieux, c'est un mot pervers, il fallait le cacher, il fallait trouver un autre mot. Mais fascinus, quand même, ça donnait le mot fascination. Et c'est dans l'ordre de la fascination. Alors, ça voulait donc dire que la fascination, c'était... alors, je cite Quignard, la fascination, c'est la relation qui s'établissait entre le sexe masculin dressé et le regard qui le surprend dans cette contracture. Bon.
Alors, cette saillie qui se présentait de façon ostentatoire, on a entendu ce mot-là il y a quelques années, ici au Québec, il l'exhibait partout, on le sait bien, à tous les coins de rue, sur les toits, l'entrée de chaque pièce, sur les bijoux. Si on est allé à Pompéi, par exemple, pas à l'exposition qu'on a vue à Montréal, parce que là, c'est un peu caché, mais si on est allé à Pompéi, sur le grand terrain, là, on a vu ce genre de choses-là. Si on est allé. Alors, mais ce que nous dit Quignard aussi, c'est que les surintendants, à un moment donné, auraient cherché à les dérober à notre regard, un peu comme les traducteurs, qui, évidemment, n'ont pas voulu dire phallos, qui ont trouvé plutôt le mot phallos pour cacher la signification. Les traducteurs, qui, à l'instar de ceux qui ont imaginé le Cabinetto Secreto au musée archéologique de Naples, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés au Cabinetto Secreto, le cabinet secret, c'est-à-dire tous les objets, évidemment, la peinture érotique qu'on avait à Pompéi, bien là, ça se retrouve là-dedans. Puis, évidemment, c'est des beaux vases et très inspirants, disons. Mais c'est caché, même c'est secret, mais c'est ce qu'on a mis sous verre, parce que c'est ce qu'on ne veut pas montrer, c'est ce qui n'est pas montrable, c'est ce qui est pas... Alors, mais c'est ce qui était fascinant, c'est ce qui était l'objet de fascination quand même dans la Rome ancienne. Alors tout ça, ça renvoyait dans l'impensé, ça veut dire que ça renvoyait dans l'impensé le non montrable de ce qu'il désignait, nous prouvant ainsi de tout un univers de sens. Pascal Quignard nommera ce mot non traduit, cette chose non montrée. On dirait peut-être le mot cochon, mais lui, il va dire le mot barbare. Tout ce qui est non traduit, non dévoilé, il va appeler ça mot barbare. Ce qui serait alors renvoyé dans l'ombre, passé sur le silence, ce qui ne saurait être vu, ce serait le jouir, l'étreinte du langage, tout cela qui en fait mettre en jeu les idées mêmes de civilisation, de culture, d'être au monde, et qui se révèle quand on est pris et emporté par ce qui nous fait jouir, nous déprend dans la mesure où on s'engage à dire ce qui fascine et qui pousse la vie à son sommet. Si l'on veut transposer tout cela dans le contexte de mon propos, on pourrait dire que le rôle des intendants qui tiennent à garder secret le fascinus, cela qui pourrait faire scandale, qui se dresse comme un sexe mâle, c'est la vie dans son dynamisme même. Cachez-moi cette vie exubérante que je ne saurais boire. En cœur, dit en cœur, la communauté des effondrés. Autre propos, autre élément de démonstration. Alors, je ne sais pas où j'en suis. Je veux vous emmener maintenant vers des cas, des exemples d'écrivains qui ont fait des exercices d'admiration. Pour voir comment, à partir de ce que je viens de vous dire, comment ça peut agir sur eux, comment ça peut agir sur leur vision du monde, sur leur vision de la civilisation, sur leur vision. Et ces deux auteurs-là, je vais passer un peu plus rapidement sur le premier parce que j'ai beaucoup envie de parler du deuxième et que j'aime beaucoup, qui s'appelle, j'aime les deux, mais celui-là, le deuxième, je l'aime encore plus. C'est Victor Lévy-Beaulieu et Stéphane Zweig. Alors, Victor Lévy-Beaulieu, qui a beaucoup parlé de la lecture, qui a parlé de Hugo, qui a dit l'importance de Hugo. Alors, avec Victor Lévy-Beaulieu, je veux parler aussi de quelqu'un qui a su reconnaître ce qui était fascinant. Je vais vous parler qui a trouvé quelque chose de fascinant dans Hugo. Pour lui, il y avait cette petite chose-là qui dépasse. Il m'avait déjà dit, Victor Lévy-Beaulieu, que pour lui, un écrivain intéressant, un écrivain important, c'est quelqu'un qui avait tout lu et qui avait ajouté justement la petite chose qui dépasse. C'est-à-dire qu'il avait ajouté sa singularité. Et dans ce sens-là, il y avait pour lui, dans Hugo, une espèce d'estime, il y avait quelque chose de plus. Alors, c'est pour ça que je dis, avec Victor Lévy-Beaulieu, je veux vous montrer que lire, c'est comment, à partir de la rencontre avec un écrivain admiré, on peut accroître son être. Victor Lévy-Beaulieu vient d'un milieu, vous le savez peut-être, il vient d'un milieu assez modeste. Il vient du bas du fleuve, il est né à Saint-Jean-de-Dieu, maintenant il vit à Trois-Pistoles, on le sait très bien, il a beaucoup raconté tout ça. À un moment donné, il s'est retrouvé à Montréal-Nord, qui appelait Montréal-Mort, et évidemment, quand il arrivait à l'école, puis qu'on lui disait d'où tu viens, puis
qui disait qu'il venait de Saint-Jean-de-Dieu. Évidemment, Montréal, dire qu'on venait de Saint-Jean-de-Dieu, ça voulait dire qu'on venait d'un lieu de fou. Et évidemment, ça passait, il faisait rire de lui, bien entendu. Alors, il dit que par contre, qu'à 14 ans, il a rencontré l'œuvre de Victor Hugo et que Victor Hugo, à cet âge-là, avait déjà dit « Je serai Chateaubriand ou rien ». Puis lui, il dit « Moi, je ne pouvais pas faire autrement venant de ce milieu-là qu'être modeste, mais d'un autre côté, je voulais être quand même et je voulais m'asseoir sur quelque chose de grand. » Alors il dit, à cet âge, les ambitions étaient plutôt modestes. C'est qu'il était Canadien-Français, se répétera-t-il, et qu'il portait avec lui une histoire familiale détraquée, fortement marquée par la misère sociale, culturelle et intellectuelle, rendant le rêve et toute la grandeur qu'il y a en lui quasi hors de portée. Ce constat éprouvant, il ne cessera de le mettre en scène autant dans son œuvre romanesque que dans les différentes réflexions qu'il a pu livrer au cours des années sur la littérature, écrivait-il, comme l'éternel refrain toujours à recommencer. Alors, je vous cite ce passage-là, il dit « Nous n'avions pas d'argent, j'allais devoir abandonner mes études bientôt, traîner ma viande dans une banque pouilleuse du carré Saint-Louis, entre 3 ou 4 maniaques qui se payaient gentiment ma gueule, parce que je griffonnais de misérables poèmes au verso des bordereaux de tête et que je me demandais naïvement qui j'étais. Aujourd'hui, j'ai lu Kerouac, et cette phrase surtout, si totalement, si désespérante, c'est réel quand je pense à ce que nous étions, perdus dans la grande ville, incapables d'oublier le passé, la terre abandonnée, les souvenirs de misère, de maladie et de longs hivers. Je suis stupide aussi, et même crétin, peut-être seulement Canadien-Français, qui sait. Puis j'allais être transporté dans l'urgence à l'hôpital, ou rongé par les microbes de la polio. Je penserais bien mourir. Il y a dans ces quelques notes des éléments fondamentaux qui nous permettent de saisir au plus près de l'expérience ce qui ne cessera de hanter le projet d'écriture beaulieusien. Le romancier parle d'une blessure très ancienne qui est due à une rupture, imposée et extrêmement violente, subie comme une agression par rapport à l'enfance, la terre d'origine, l'élan de vivre. Les forces d'humiliation, fortement culpabilisantes, sont à l'œuvre ici, mais aussi là-bas, ce qu'il a dû quitter, voire abandonner, représenté sous la forme de l'errance, un éternel déplacement, revenant obséder la conscience de l'écrivain en train de produire une œuvre. La fracture qui condamne à l'errance n'est pas que personnelle, elle est celle du Québécois, bien sûr, qui a du mal, comme dirait Miron, à arriver à ceux qui commencent, et elle est plus fondamentalement encore celle de l'homme occidental qui, comme Don Quichotte, ne réussit que difficilement à habiter le monde et le langage. Lui, le déraciné, n'aura comme patrie que le langage. Et curieusement, c'est au travers d'un tel empêchement d'être, au travers d'un tel découragement à vivre, au travers d'une telle petitesse d'être, que Victor Hugo-Beaulieu va imaginer l'écriture comme un pont entre l'enfance à jamais perdue et cette nouvelle vie promise par l'habitation du langage. Et c'est Victor Hugo qui va lui donner les moyens de trouver le pont. Victor Hugo, évidemment, qui est un monstre littéraire, qui est un grand, qui est quelqu'un d'admirable dans son... C'est Victor Hugo auquel il empruntera le prénom, l'ajoutant celui qu'on lui a donné à la naissance, qui lui ouvrira tous ses possibles. C'est lui qui lui fera rêver la démesure dans l'écriture même, devenu un fleuve charriant les plus grandes promesses de vie. Alors là, il disait, il me fallait être beaucoup. Aussi, il devait, selon son propre désir, s'appuyer sur quelque chose de solide et de vaste. Il fallait, confie Victor Hugo-Beaulieu, pour que je me commence, qu'il y ait une ambition d'être et d'être beaucoup. Et c'est là qu'il précise le sens de sa rencontre avec l'œuvre et la langue de l'auteur de Notre-Dame de Paris, qu'il vit comme une véritable déclencheur. Ce qui m'a tout de suite ébloui chez Hugo, c'est cet éclatement de la parole, c'est cette œuvre colossale, ces milieux de phrases qui, une fois lues, m'incitèrent à écrire, car pour la première fois de ma vie, je me rendais compte qu'avec la laideur, la pauvreté, le blasphème, l'ignorance, il était possible de faire de la beauté, faire naître les fleurs du mal, dirait Baudelaire, se mettre au monde à même une écriture vécue comme une spirale fiévreuse pour atteindre rien de moins que ma vérité. Le mot est dit, l'homme partage avec les écrivains qu'il aime d'instinct ce qu'il appelle les écrivains de mes admirations, un goût de la démesure.
Il faudrait pouvoir tout dire, se livrer à toutes les outrances, explorer tous les possibles, faisant de son écriture une écriture de la fureur. Ses écrivains aimés, Hugo en particulier et tous les autres, Joyce, Melville, Ferron, Tolstoï, Nietzsche, tous ces écrivains-là vont le hanter, ils le hanteront, habiteront son langage, lui lanceront des défis, l'aideront à nommer les différents niveaux d'être qui le construisent comme homme, comme écrivain et comme québécois. Et il voudrait être à la hauteur, rejoindre leur grandeur. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est un peu comme dans la flamme dont je vous parlais tantôt, c'est que en contemplant par exemple l'œuvre de Hugo, ou en s'acoquinant avec la pensée et l'œuvre de Nietzsche, ou celle de Melville, eh bien, il est tiré vers le haut, il est tiré vers quelque chose qui va le sortir de la petitesse qui est originaire. Autre exemple. Alors maintenant avec Stefan Zweig. Alors je dis comment l'admiration peut consoler et réparer Stefan Zweig et rendre aux plus vieux une jeunesse. Et je pense pour ça au rapport de Stefan Zweig avec Mahler. Stefan Zweig, je ne sais pas si vous le savez, mais il a écrit beaucoup de biographies, mais il a écrit, entre autres, c'était un texte, on en a fait un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui est ressorti il n'y a pas longtemps, ça s'appelle « Le retour de Gustav Mahler ». C'est un musicien Mahler que j'aime beaucoup, Stefan Zweig aussi, je l'aime beaucoup. Alors je veux attirer votre attention donc sur ce texte-là de Stefan Zweig, qu'il a écrit en 1915 sur Mahler, soit 4 ans après la mort du musicien. Mahler, 1860-1911, et Zweig, 1881-1942. Alors on comprend que Mahler était l'aîné de Zweig, plus de 30 ans les séparaient. Puis quand Mahler dirigeait l'Opéra de Vienne aux alentours des années 1900, Zweig avait 19-20 ans. C'était donc un jeune homme, et quand il écrit son texte en 1915, c'est du jeune homme qu'il était dont il se souvient. Alors, ce qu'on apprend dans ce texte-là, et on va comprendre pourquoi il a de l'attachement aussi, et pourquoi c'est important Mahler et certaines œuvres de Mahler dans l'esprit de Zweig, c'est que Mahler, à la suite de controverses, de luttes intestines, de colère, de malveillance, c'est les mots là, de Zweig, de colère, de malveillance, il avait été écarté de l'Opéra de Vienne. Aussi, c'est assez significatif le titre que Zweig donne à son texte, donc le retour de Gustav Mahler. Alors le retour, c'est comme il a été chassé, mais tout à coup, il revient. On l'a oublié, on l'a expulsé, on l'a haï, on était malveillant avec lui, mais tout à coup, il revient, mais il revient dans toute sa splendeur. Alors c'est comme si tout à coup, à cause des controverses, la splendeur, elle avait été oubliée, elle avait été ensevelie, elle avait dû être endeuillée, puis là, tout à coup, à cause du texte que lui-même, Stefan Zweig, va écrire, eh bien, il fait faire un retour, il fait renaître, ni plus ni moins, la splendeur oubliée de Gustav Mahler. Je viens de vous dire en passant, ça nous indique aussi sur les capacités d'admirer, sur les conditions d'admiration. Je pense qu'il y a quelque temps, faire un grand texte d'admiration sur Claude Jutras, ça a été difficile parce qu'on était dans la controverse. Je suis à peu près persuadé aussi que Stefan Zweig, malgré toute l'admiration, toute l'amitié qu'il avait, s'il était pris dans ce conditionnement social et dans tout brouhaha des mondains de l'époque, avait eu à écrire un texte, il aurait eu du mal parce qu'il aurait été pris dans la polémique et il aurait été empêché, ni plus ni moins. Alors, mais dégagé, il est capable tout à coup de, plus sereinement, de revenir sur la situation, de revenir surtout sur le musicien et d'en mesurer toute l'ampleur qu'on a peut-être pour un certain temps pas voulu reconnaître et qu'on a peut-être voulu enterrer. Remarquez les premières phrases donc. Le voici de retour chez lui, le grand réprouvé de jadis, triomphalement de retour dans la ville dont il avait été chassé, il y a quelques années à peine.
Dans cette même salle où autrefois sa volonté s'imposait avec une force démonique, son être défunt règne désormais sur sa forme spiritualisée, sa musique résonne. Rien n'a pu la tenir à l'écart, nulle calomnie ni aigreur, croissant irrésistiblement sous les effets de sa valeur propre, donnée à éprouver dans toute sa pureté, à présent qu'elle n'est plus l'objet de lutte, elle envahit et élargit notre monde intérieur. On dirait, c'est très beau, c'est un peu comme si on disait, c'est la musique de Mahler, c'est tous les pouvoirs, c'est Mahler avec sa propre force, sa propre puissance, mais avec la musique qu'il possède en lui, que son aura possède, dans le fond, qui résonne encore, qui retentit encore plusieurs années après sa mort et qui nous permet de mesurer, encore une fois, toute la puissance, et que cette puissance-là, dans le fond, elle n'a pas vieilli, elle est toujours à son maximum. On peut alors penser, ceux qui connaissent Mahler, on peut penser dans cet esprit-là au Kindertotenlieder, au chant des enfants morts, ou au chant de la terre. Et particulièrement au chant des enfants morts, parce que vous savez que le chant des enfants morts, le Kindertotenlieder, c'est une musique, c'est une chanson obsessive où on répète, on n'aurait pas dû envoyer les enfants dans la tempête. Il n'aurait pas fallu les laisser aller. Il n'aurait pas fallu les laisser, parce que les enfants ont été enlevés dans la tempête. Et là, c'est un grand chant de désespoir, c'est un grand chant de deuil, c'est un grand chant de mort, finalement. Et bon, il y a une perte, et on dirait, encore une fois, par la musique, par la voix, on est capable de se consoler un peu, de réparer un peu. Et c'est un peu comme si, dans le fond, avec ces Kindertotenlieder-là, bien, Mahler préparait, ni plus ni moins, dans le fond, Stefan Zweig à inventer ce retour-là, à imaginer ce retour-là, et à l'écrire, évidemment, de si belle façon. En tout cas, on s'aperçoit que la musique, je ne sais pas si vous connaissez les Kindertotenlieder, mais pour moi, la plus belle interprétation, c'est celle par Kathleen Farrier. J'ai écouté cette musique-là beaucoup, beaucoup. Elle est absolument... Je retiens pour vous un élément dans l'exercice d'admiration. C'est que, bon, je vous l'ai dit tantôt, il était un maître, il y avait une trentaine d'années de différence. Zweig avait à peu près 20 ans. Alors, c'est toute une jeunesse, les Karl Kraus, les Hofmannsthal, tous les écrivains qui ont été importants dans une certaine Vienne de l'époque, puis qui repensaient un peu, on pourrait dire, le monde intellectuel, le monde de la vie, de cet empire-là qui était assez sclérosé. Mais lui était, donc Zweig était jeune, mais l'autre était un maître, puis un maître vénéré, puis il était vénéré par toute une jeunesse. Alors c'est pour ça que ce que nous dit Zweig, c'est qu'il a beaucoup représenté pour les jeunes de sa génération. Il écrit, et là, je vous lis quelque chose, j'ai toujours trouvé ça très émouvant, ce texte-là. Je vous assure, c'est beaucoup plus beau qu'un texte de Donald Trump. C'est beaucoup plus inspirant. Il écrit, pour toute une génération, il fut plus qu'un musicien, qu'un maître ou qu'un chef d'orchestre, davantage qu'un simple artiste. Il fut la part inoubliable de notre jeunesse. Être jeune ne signifie-t-il pas finalement escompter l'extraordinaire, un événement fantastiquement beau qui excède l'univers étroit de notre regard, une apparition qui serait la réalisation d'une vision aperçue en rêve. Voyez-vous encore la même idée que tantôt que nous donnait Quignard, quand on admire, mais quand on lit, puis évidemment, quand on lit quelque chose qu'on va trouver admirable, ben c'est parce qu'on a su reconnaître des signes et qu'on a su escompter, qu'on avait les capacités de s'ouvrir à quelque chose qui pouvait être extraordinaire. Mais là, il y avait cette jeunesse-là, lui, il va dire l'âme inachevée des jeunes. Bon, il dit ça de même.
Alors, il dit, être jeune ne signifie-t-il pas, justement, escompter l'extraordinaire, un événement fantasmatiquement beau, qui excède l'univers étroit de notre regard, une apparition qui serait la réalisation d'une vision aperçue en rêve. Et tout cela, l'admiration, je cite encore, l'enthousiasme, l'humilité, toutes les forces vives de l'abandon et de l'exaltation semblent n'être concentrées en l'être inachevé de manière si ardente et si chaotique que pour qu'une telle apparition réelle ou supposée dans le domaine de l'art, dans celui de l'amour, ne vienne l'embraser au plus profond. Et c'est une grâce que de pouvoir vivre pareil accomplissement dans l'art, dans l'amour, de manière précoce, intacte, à travers une personnalité véritablement marquante, de pouvoir l'accueillir librement avec des sentiments encore pleins, débordants. C'est ce qui nous est arrivé, celui qui a vécu jeune ces 10 années de l'opéra, sous la direction de Mahler, a vu sa vie s'enrichir de quelque chose dont les mots ne peuvent donner la mesure. C'est plus beau qu'un discours de Donald Trump. Alors, tout ça pour dire qu'encore une... Alors, c'est ce qu'on entend souvent dans un... Vous savez, dans ce registre-là de la fascination, de l'admiration, c'est que dans le fond, l'être admirable transmet à l'être admiré de sa vertu, de sa puissance, de son énergie. Et il y a comme... on est meilleur parce que l'autre nous rend meilleur. Il nous regarde et on se sent important. Alors, il y a un échange de... Et c'est ça, il y a... Alors, évidemment, on pourrait dire c'est très narcissique, c'est quelque chose qu'on connaît bien, mais il y a quand même quelque chose qui est un acte, un geste de reconnaissance de la part de Zweig dans ce... puis, bon, ce qui nous dit, je vous dis encore 2 idées au sujet de ce texte-là. Il dit qu'il a préparé toute une jeunesse à attendre autant de hauteur et de beauté. Il a appris en fait à lire, à repérer les signes de la grandeur. Puis aussi, c'est que il a dit que ce qui était dans la nature de Mahler, c'était une espèce d'impatience. Regardez ce qu'il écrit. Puis évidemment, cette impatience-là, cette fougue-là, c'est évidemment la fougue de la jeunesse. Et cette impatience-là, c'est l'impatience même du désir, c'est l'impatience même de la vie qui veut brûler à tout prix. Et c'est l'impatience du désir. L'impatience du désir, c'est une définition de la poésie, finalement. Alors, regardez ce qu'il dit. Alors, c'est Zweig qui parle de Mahler. Il dit toujours, il était en route vers un but, comme emporté par une grande tempête, et tout allait trop lentement pour lui. Peut-être haïssait-il la vie réelle parce qu'elle était fragile, dure, indolente, parce qu'elle était une masse, avec sa pesanteur et sa résistance, et qui voulait atteindre à cette vie réelle qui se cache derrière les choses au âge éternel de l'âme, là où ce monde touche le ciel. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de voir qu'il nous montre que dans ce monde-ci, il y a une possibilité de faire communiquer les mondes, le monde de l'esprit, le monde du ciel, disons, et le monde très réel. Et c'est ça qui est. Bon, je veux... Gérard, 10 minutes. Il me reste combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. Oh, je vais avoir le temps. OK. Je vais grouper mon affaire. Un deuxième texte, une deuxième expérience de Stefan Zweig, c'est là qui va révéler quelque chose de plus enthousiasmant, de plus significatif collectivement, mais qui va renvoyer aussi à quelque chose de plus douloureux dans sa propre vie, et qui va nous montrer tous les pouvoirs de l'admiration et tous les pouvoirs de l'écriture de l'admiration, mais aussi toutes les limites. Parce que, et quand je vous dis ça, c'est que je veux parler de Stefan Zweig et le Brésil. Et Stefan Zweig, je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là, c'est un livre peut-être un peu moins important qui s'appelle Le Brésil, terre d'avenir. Alors, c'est ça, c'est que peu de temps avant de mourir, on sait qu'il avait écrit ce livre-là.
Puis on avait cru, évidemment, rien que par un titre comme ça, que ce titre-là, que dans le fond, il était rendu tout à coup plein d'espoir, qu'il a repris confiance dans l'humanité, parce qu'on sait très bien que Stefan Zweig, c'était quelqu'un qui est un écrivain très réputé chez lui, en Autriche. C'est un écrivain cosmopolite, très reconnu, il allait partout, il était reçu partout, il donnait des conférences, il était lu, c'est un écrivain très... Mais évidemment, le régime nazi l'a interdit de publication, a brûlé ses livres, on ne pouvait même pas le publier dans sa langue, dans l'allemand, et pourtant sa langue, c'était sa patrie, et pourtant, évidemment, l'Autriche était sa patrie. Et à un moment donné, ceux qui ont lu sa belle autobiographie, c'est une merveille, c'est la merveille des merveilles, Le Monde d'hier, eh bien, il raconte justement la douleur d'une génération qui a, à un moment donné, été sans patrie, qui est devenue sans patrie, parce qu'effectivement, chassée des lieux de culture, chassée des lieux où on les recevait, où maintenant, ils ne sont reçus partout, ou là où on les recevait avant, mais là, les portes le sont enfermées. Alors lui, il a vécu ça. Il a vécu très, très, très douloureusement, mais on aurait cru qu'il aurait eu cet espoir-là, et il l'avait bien écrit il avait bien désigné par le titre « Le Brésil, terre d'avenir ». Je vous dirai rapidement que il est mort là d'abord au Brésil, vous le savez peut-être. C'est qu'au point de départ, Zweig avoue bien franchement que pour lui, il regardait le Brésil comme un Européen arrogant, c'est-à-dire qu'il se disait du nouveau monde, ce terre-là, il n'y a rien à tirer au niveau de l'esprit, il n'y a rien là, il n'y a rien là. Pourtant, quand il a mis les pieds un peu plus longtemps, il a changé ses idées, parce qu'il y avait un paysage, bien entendu. Il avait dit, le Brésil, bien sûr, a toujours resté une terra incognita, comme on disait, autant qu'elle l'avait pu l'être du point de vue de la géographie pour les premiers navigateurs. Il pressentait, à un moment donné, il pressentait maintenant, et sa remarque est absolument prodigieuse, je vous la cite, que le Brésil était sans aucun doute destiné à être le facteur les plus importants dans le développement ultérieur de notre monde. À son contact, il dit avoir connu l'une des impressions les plus puissantes de sa vie. Je sais. J'étais à la fois fasciné et bouleversé, écrit-il, car ce qui se présentait à moi n'était pas seulement un des plus magnifiques paysages de la Terre, cette combinaison unique de mer et de montagne, de ville et de nature tropicale, mais encore une forme toute nouvelle de civilisation. Je découvrais contre toute attente l'ordre et la netteté architecturale d'un urbanisme tout à fait personnel, de l'hardiesse et de la grandeur dans toutes les nouveautés, en même temps qu'une culture ancienne, préservée avec un bonheur tout spécial par la distance. Il y avait là de la couleur et du mouvement, l'œil étonné ne se lassait pas de regarder, et où que porta le regard, c'était pour sa félicité, une griserie de beauté et de bonheur s'emparait de moi, excitant mes sens, tendant mes nerfs, élargissant mon cœur, emplissant mon esprit, et quoi que je visse, ce n'était jamais assez. Le rapport relève bien sûr de l'extase poétique. Zweig, bien entendu, agit ici par réaction évidemment à ce qu'il a connu en Europe, à l'extrême violence, à l'extrême barbarie de la haine qu'il connaît, qu'il pressentait en Europe, vient répondre à un autre extrême, l'extrême beauté d'un paysage. Et c'est là que son souci d'attirer l'attention de tout le monde occidental sur l'expérience brésilienne se transforme en dette et en devoir. Je dirais devoir d'attention, sinon, et je dirais même devoir d'admiration. À Stefan Zweig, compte tenu du contexte qu'on comprend, le Brésil apparaît comme, et je le cite, comme l'un des pays du monde les plus dignes d'être aimés et d'être donnés en exemple. Car lui qui vient d'un pays et d'un continent mis à mal par les nazis est convaincu de se retrouver dans un pays qui est la guerre, ou mieux encore qu'il l'ignore. Il y aurait ainsi dans l'expérience brésilienne selon Zweig, dans ce qui se vit par elle comme habitation du monde, des dispositions, des principes, des comportements, des attitudes de l'esprit, une volonté qui s'oppose radicalement à ce qu'il perçoit en Europe,
C'est fort de cette conviction qu'il peut affirmer à la fin de sa présentation, nous pouvons fonder sur le Brésil, dont la volonté est uniquement tendue vers une construction paisible, nos meilleurs espoirs pour la civilisation et la libération future de notre monde ravagé par la haine et l'erreur. Une question s'imposait à lui, évidemment comprendre, lui le cosmopolite, lui l'homme du vivre ensemble. Une question donc s'imposait à lui, la question la plus simple et la plus élémentaire, dit-il, dont la réponse allait lui venir du Brésil justement, qui à ce titre ne peut qu'être exemplaire. Alors la question s'était formulée par lui. Comment les hommes peuvent-ils arriver à vivre en paix sur la terre en dépit de toutes les différences de race, de classe, de couleur, de religion et de conviction? Cette question, elle se pose, reconnaît Zweig, à toutes les sociétés, et le Brésil, dans son esprit, aura réussi à lui répondre de façon si heureuse et au fond si admirable que c'est un devoir et un geste de reconnaissance d'inciter le monde à lui porter attention. Pour aucun pays, croit-il, en raison d'une constellation particulièrement complexe, le problème ne s'était posé plus dangereusement que pour le Brésil. Cette question, elle s'impose, on le devine bien, parce que dans le vieux monde, une idée fixe fait des ravages qui dit bien le type d'homme, de société et de nation que l'on veut former. Zweig parle d'une mauvaise plaisanterie. On voudrait élever des hommes de pure race, tout le monde ferait pour des chiens ou des chevaux de course. Au Brésil, cette mauvaise plaisanterie n'existerait pas, selon Zweig. Depuis des siècles, soutient-il, la nation se forme à partir d'un principe, la bonne atmosphère d'hospitalité, le mélange libre et sans obstacle, l'égalité absolue des Noirs et des Blancs, des Jaunes et des Bruns, une égalité entre citoyens qui ne serait pas que théorique, mais qui existerait bel et bien dans la vie publique et dans la vie privée, qu'on retrouverait, selon ses observations, autant à l'école que dans l'administration, autant dans les églises que dans l'armée. Et alors, j'en arrive quand même à une conclusion, je saute par-dessus un bout, pour dire que, pour poser cette question-ci, de quelle manière le questionnement de Stefan Zweig devient, et de tous les autres, mais particulièrement de Stefan Zweig, parce que c'est le dernier qui a retenu mon attention, de quelle manière le questionnement de Stefan Zweig devient-il aussi le nôtre en cette époque trouble, marquée par tant d'incitation à la haine et à la peur? La peur le peut-il vraiment pour nous qui, en plus, nous savons plus que jamais, puis dans une époque trouble où nous avons du mal, parfois jusqu'à l'angoisse, nous aussi, à nous retrouver vraiment du côté de la vie qui tient elle-même? Je ne vous apprends rien en soulignant le fait que de toutes parts, on nous incite aujourd'hui à l'indignation, pressentant les pires catastrophes, ne cessant de nous rappeler que le monde est en déroute et qu'il est en train de disparaître. Il ne s'agit certes pas pour moi d'en appeler à une euphorie personnelle, selon le mot de Pascal Bruckner, mais de nous demander si nous ne pourrions pas, comme Victor Dubeau-Beaulieu, Thomas Mann, par exemple, comme Stefan Zweig, bien sûr, chercher des modèles enthousiasmants de comportement, de disposition, d'attitude, de l'esprit, de rêve de civilisation. J'aime penser avec lui que plus que jamais, nous avons besoin de ces représentations qui envahissent et élèvent notre regard. Tout en sachant, nous ne pouvons faire les naïfs, que l'histoire est parsemée de promesses non tenues, de désenchantements douloureux, de compromissions scandaleuses. Ne pourrions-nous pas tout de même faire un effort et chercher des images, des figures, des références libératrices? Je pense qu'il en va de notre confiance en l'humanité. J'aime retenir du regard de Stefan Zweig une nécessité, celle d'admirer, d'attirer l'attention sur ce qui est enthousiasmant pour l'esprit, au moment où la situation pour lui-même et pour l'humanité tout entière, pour l'idée de civilisation, est particulièrement inquiétante. Mais il y a bien sûr une limite. Je vais me limiter à celle que lui-même, Stefan Zweig, représente. Il me reste une minute. On peut poursuivre après la pause. Regarde, On va continuer après la pause. Je vais donner ma... Mais c'est ça, je pourrais parler de cet aspect-là, peut-être que je me pose une question, parce que quand même, malgré ce qu'il a écrit, il s'est suicidé. Malgré tout l'espoir, toute l'admiration, tout ce texte très rempli d'optimisme, il s'est suicidé. Alors je donne ma conclusion. Oui, je dirais encore avec Pierre Vadeboncoeur, il faut être absolument inactuel. Et avec Nicole Brassard,
qui m'a confié récemment dans un entretien qui paraîtra ce mois-ci dans la revue Exit, ces mots que je trouve très inspirants. Ma nature m'incite à regarder la vie du côté positif. Ma lucidité, par contre, m'oblige à voir le côté sombre du réel. À quel moment une société glisse-t-elle sans frein dans le sentiment d'impuissance? À quel moment a-t-elle envie d'une nouvelle convivialité fondée sur la confiance, le respect, la solidarité et la création? À quel moment a-t-elle envie d'une nouvelle convivialité fondée sur la confiance, le respect, la solidarité et la création? Elle parle toujours, il faut protéger les circuits du cœur et de l'intelligence qui nourrissent la folie du non-réel en nous. La littérature en dépend tout autant que le plaisir d'exister. Ailleurs, elle avait dit « On ne me fera jamais croire que l'universel est dans la dégradation, l'humiliation et la domination des êtres qui nous entourent. Et pourtant, comme le disait le poète Gaston Miron, voyez les manchettes. » Alors, je termine en disant, en citant Nietzsche d'abord, du fait qu'un tel homme a écrit, dit Nietzsche au sujet de Montaigne, le plaisir sur cette terre a été augmenté. Alors, du fait qu'un tel homme a écrit, le plaisir sur cette terre a augmenté. Et je note ceci qui me vient à ce moment-là d'un commentaire de Jean Larose. L'écrivain ne vit pas dans le passé, mais dans la communauté de ceux qui ont augmenté le plaisir d'être sur terre. C'est sans doute une telle conviction qui a animé Zweig quand il écrit Le Brésil, terre d'avenir et le retour de Gustave Mahler. C'est une telle conviction qui m'anime quand je me plais à les lire et quand je me plais à lire Pascal Mercier, Mathieu Riboulet et tous les autres. Que de belles invitations, celle de former une nouvelle convivialité pour mieux nourrir et protéger les circuits du cœur et de l'intelligence. Celle de former une communauté qui augmente notre plaisir d'être sur Terre. Pourquoi ne pas devenir comme la société Pourquoi ne pas devenir contre la société dépressive et déprimante, selon le titre de Renaud Camus, Les chasseurs de lumière. Merci. Une chose que j'aurais dû dire, mais qui pour moi était tellement évidente que j'ai oublié de la dire, c'est que Stefan Zweig était juif. Alors c'est un peu pour ça qu'il a eu du mal avec le monde nazi, qu'il était terrorisé par ce qu'il voyait de l'Autriche, évidemment, qui était sa patrie, de Vienne, évidemment, qui était aussi sa patrie. Alors c'est pour ça qu'il était un peu en désarroi et qui était complètement désespéré quand il a vu que les nazis étaient en train de gagner. C'était à cette époque-là. Alors j'avais oublié de le dire, mais dans mon esprit, c'était trop évident. En 1942, c'était évident. En 1942 en plus, oui. Bon, alors j'espère pas vous avoir trop perdu. Oui? Tu sais, quand tu as passé à ta conclusion, tu allais dire quelque chose que j'aimerais savoir. Je ne sais pas si tu te rappelles du moment. Oui. Parce que là, était dans ton discours, puis j'aimais ça, là, je n'ai pas la réponse. Ben, je ne sais pas si c'était la question que vous posiez. Que vous posiez, là. Non, peut-être que tu continues de dire ce que tu devais dire. Ben, c'est-à-dire que je ne dirai pas tout parce que c'est... Non, mais en résumé, peut-être. Oui, attendez. C'est que, vous savez, j'ai dit tantôt, par exemple, Pierre Vadeboncoeur a dit qu'il faut être inactuel. Il faut, à un moment donné, se donner, accepter la solitude et créer des zones de solitude pour pouvoir se libérer du monde, parce que le monde est, vous savez, si on est embarqué avec lui, si on est embarqué dans son courant, ben, il peut nous entraîner aussi avec ce qui nous enlève des forces et nous enlève nos élans de vivre. Alors j'avais dit, il est possible, lui avait dit, mais il fallait croire, il faut comprendre aussi que lui avait un certain âge, qu'il vivait au Québec, et que il avait vécu une période d'action. Là, il pouvait s'offrir le luxe évidemment de se retirer. Mais ce que j'allais dire avec Zweig, finalement, c'est que lui, il a fui, évidemment, l'enfer nazi, il a fui l'Europe, mais ce n'était pas nécessairement un choix,
Et il n'a pas été capable de se mettre à l'abri du monde, en fait. Finalement, lui, vous savez, c'était peut-être facile pour un Pierre Botteboncoeur de dire ça. C'est peut-être facile pour nous de dire on se met à l'abri parce que au Canada, on n'est pas, vous savez, on ne vit pas des choses aussi terribles que, par exemple, un Juif peut vivre autant de vagues. Alors, j'ai dit, il a été, j'allais dire qu'il est impossible pour lui de se mettre à l'abri du monde tel qu'il va. Alors, il aurait pu le faire, il était ailleurs, il aurait pu se couper ça. Mais l'Europe lui manquait, Vienne lui manquait, et quand il a vu que Hitler, ben, en tout cas au moment, dans les années 40, au début des années 40, quand Hitler est en train de gagner, mais là, il était complètement désolé. Alors, j'avais écrit, il aurait pu suivre la leçon de Montaigne, sur laquelle d'ailleurs il avait écrit, et rester insensible extérieur à ce qu'il écrit, à ce qu'il désigne comme le chaos de son époque. Cela lui aurait permis de conquérir une certaine paix intérieure, mais la tâche lui semblait impossible. Il ne pouvait se libérer de tout ce qui le reliait encore au monde de là-bas. Il était envahi par la peur et l'angoisse, complètement désemparé devant ce qu'il appelait tant d'enfer et de purgatoire à traverser. Pour tout dire, il était en deuil de l'Europe. L'expérience brésilienne n'a pu se transformer pour lui en expérience intérieure. Alors il écrit « Le monde de ma propre langue est perdu pour moi et ma patrie spirituelle, l'Europe, s'est anéantie elle-même. Mais il fallait à 60 ans des forces exceptionnelles pour tout recommencer à nouveau et les miennes sont épuisées pour tout recommencer à nouveau et les miennes sont épuisées par des années d'errance sans patrie. Puissent mes amis voir encore les lueurs de l'aube après la longue nuit. Moi, je suis trop impatient, je les précède. » Il a écrit ça sur son second mourir. Alors, il avait cru en l'invisibilité de l'esprit. Il ne se résignait pas à cette défaite de la pensée, pour reprendre l'expression de Finkielkraut, et de la civilisation. De plus, on l'a compris, il n'arrivait pas à se sentir chez lui, demeurait chez lui cette impression d'être, selon son mot, un vagabond sans patrie, fermement convaincu que, je le cite, petit à petit, le monde se refuse à l'exiler. Dans une lettre qu'il avait écrite à André Mauroy, il avait bien signalé d'ailleurs, « Vous découvrirez une vie qui n'est plus notre vie et il ne vaut presque plus la peine d'être vécue. Convaincu aussi que, quelle que soit l'issue de la guerre, le monde de demain nous sera étranger. S'il y a défaite, c'est aussi la défaite, évidemment, d'une génération. » Alors, vous voyez, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a... Ce que je voulais signaler par ça, c'est qu'il y a beaucoup de pouvoirs, parce que mon titre, c'était quand même les pouvoirs de l'admiration, mais l'admiration a une limite, a des limites, parce qu'il a écrit un texte d'admiration en écrivant sur le Brésil, mais de l'autre côté, la réalité du Brésil, s'il l'avait prolongé un petit peu plus, se serait peut-être rendu compte que c'était peut-être un peu moins harmonieux que ce qu'il pensait, mais enfin, mais il était quand même dans cette conviction-là. Mais surtout, c'est qu'il n'était pas capable de penser à une autre civilisation, il était en deuil. Il était trop accroché à là-bas. Oui. Gérald, merci pour ta conférence. Merci beaucoup. Alors, tu nous as parlé d'admiration, de fascination, de reconnaissance. C'était un peu les conditions de l'admiration, d'après les notes que j'ai pu... Savoir lire, savoir reconnaître. Ne pas être fermé à ça. Puis tout au long de ta conférence, je me posais la question que je vais te poser. En fait, c'est deux questions. Qui t'admire le plus et pourquoi?
dans ce que je vous ai présenté, c'est évidemment Stéphane Zweig. Mais je pourrais vous dire à d'autres moments, parce que je me suis rendu compte, je me suis posé la question, je m'attendais à une question semblable. Je dis, on me posait la question, qu'est-ce que tu trouves admirable? Je cherche dans les hommes politiques, je cherche dans les femmes politiques, je cherche, ben là, un peu Donald Trump, je ne le trouve pas admirable. Bon, j'ai pas. Alors, j'ai dit, mais c'est pas. Et en me posant la question, je me dis, c'est nécessairement un écrivain, c'est nécessairement un livre, c'est nécessairement une pensée, c'est nécessairement quelqu'un qui m'amène à augmenter mon être. Et augmenter mon être, pour moi, c'est augmenter la possibilité de comprendre, de mettre du sens un peu, même s'il n'est pas achevé, de mettre du sens sur quelque chose. Et tout ça dans un langage aussi qui est élégant. Alors, ça a été Quignard à un moment donné, Pascal Quignard. Un autre moment donné, ça a été un temps, j'ai eu une passion folle pour Victor-Louis Beaulieu, je l'aime encore beaucoup. Comme écrivain, comme homme, il me déçoit pas mal, mais comme écrivain, c'est très bien. Stéphane Zweig, je ne me lasse pas de le lire Et dernièrement, ben, j'ai découvert Abdellah Taïa, j'ai découvert Mathieu Riboulet, et puis j'ai découvert il y a quelque temps aussi, disons, Étienne Beaulieu. Mais alors c'est des écrivains, et des écrivains, pourquoi ils m'intéressent ceux-là? Parce qu'ils m'amènent à voir comme je ne voyais pas avant, à comprendre comme je ne comprenais pas avant. Il me semble qu'ils ont des angles, il me semble qu'ils ont des façons de dire. Alors, ils m'élèvent dans la mesure où ils me sortent d'un certain confort, d'un certain confort, justement, de compréhension, de certaines habitudes. Alors, je suis ces auteurs-là. Donc, ces pensées-là, ces écritures-là, ces langages-là m'éblouissent. Alors, c'est toujours, je dirais, mes lieux d'admiration, c'est les livres, mais évidemment, ça peut être certains films, parce qu'il y a des films comme La Grande Beauté, par exemple, ou d'autres, ou Ludwig, ou il y a beaucoup de films là, qui jouent un peu ce rôle-là. Mais c'est certain qu'il faut, pour moi, qu'il y ait un style, qu'il y ait un langage, et qu'il y ait un approfondissement de la connaissance. Parce que pour moi, la vie, elle est exaltante, dans la mesure où je découvre tout le temps. Et rien me fait plus plaisir que quand, comme il y a un certain nombre de mois, j'ai découvert le livre d'Étienne Beaulieu, par exemple, L'âme littéraire, parce que autant j'étais ébloui, autant où j'étais choqué, parce qu'il défaisait complètement ce avec quoi je m'étais habitué à penser depuis un certain nombre d'années sur l'écriture romanesque, l'écriture des récits. J'ai aimé ça parce que c'est un défi intellectuel et ça m'élevait, ça m'aidait à comprendre autrement, ça m'apportait un autre angle. Et je trouve ça, alors c'est ça pour moi, ce que j'admire, c'est ceux qui m'amènent plus loin. J'aime ceux qui sont à une hauteur d'esprit. Il y avait une deuxième question, me semble? Mais c'est ça. Qui et pourquoi? Oui. Mais je me rends compte, Gérald, que finalement, la raison principale de ton admiration, c'est l'innovation, l'ouverture, la création, la créativité, ce qui te permet de découvrir, d'aller plus loin. Il y a les écrivains, mais est-ce qu'il existe dans notre monde très quotidien des personnes qui pourraient aussi apporter ce genre de... Oui, parce que dans l'amitié, vous savez, ça peut être dans des rencontres d'amitié. Ça peut être dans des débats très virils qu'on a déjà eus ensemble à un moment donné, parce que ça peut être dans des moments de grande simplicité, de grand accomplissement. Ça peut être sur le bord d'une terrasse à Paris ou quelque chose comme ça. Alors, il y a quelque chose de plus simple. Ce n'est pas nécessairement toujours les sommets fulgurants, comme j'en ai parlé tantôt. Ça peut être quelque chose de plus doux, mais quand même, il y a quelque chose qui est un au-delà du quotidien. Je l'ai déjà affirmé ici, j'haïs le quotidien, j'haïs le ratatinement du quotidien, j'haïs la petitesse du quotidien, j'haïs la poussière du quotidien. Je veux que les choses... Et dans l'amitié, dans de belles rencontres, il y a cette possibilité-là. Mais j'aime que les conversations sortent du quotidien, j'aime qu'elles... Puis j'aime qu'elles me fassent découvrir d'autres choses. Et ça, c'est intéressant.
C'est ça qui me rend... En tout cas, moi, ça me rend heureux. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de politiciens que tu dois... Ça m'étonnerait. Malgré que, écoutez, j'écoute quand même, on n'est pas couché le samedi entre minuit et 11h30 et 3h des fois. Bon, les politiciens sont toujours absolument éblouissants, habituellement. À cette heure-là. Ben oui, non, mais ils le sont. Alors, leur langage et tout ça, ça m'éblouit. Oui, monsieur, je ne sais pas qui avait levé la main avant. Oui, là. Oui. Pour en revenir à l'admiration, vous avez parlé de l'accueil de la vie, puis de dire non à la société dépressive. Oui. Moi, ma question, c'est un peu, c'est quoi le prérequis que ça prend pour avoir cette admiration-là? Prérequis qui serait pas, qui serait absent de cette société dépressive dont vous parlez actuelle. Il faut être fait fort pour ne pas céder à l'ambiance généralisée. Surtout quand on peut avoir un certain tempérament dépressif soi-même. C'est pas facile, des fois, dans le monde actuel, dans la vie actuelle, des fois de croire beaucoup en la vie. Alors ça prend un effort, c'est une volonté de vivre. Et alors le prérequis, c'est l'appétit de vivre, l'appétit de vivre de façon qualitative. Et ça suppose aussi pour l'admiration, ça suppose le don d'un accueil. Mais c'est certain qu'il faut être libéré du poids, du mépris, de la haine, de la culpabilité, les sentiments négatifs là, qui à un moment donné viennent brouiller, on pourrait dire, nos élans. Parce que ça se peut que ces élans-là viennent casser. Alors, je me dis, l'admiration, il y en a on sent bien qu'il y en a qui en sont incapables. Je pense que c'est parce que c'est une disposition qu'ils n'ont pas. Ils ont des intérêts ailleurs. Dans mon esprit, je trouve qu'ils sont perdants. Mais il me semble que c'est un don d'émerveillement, finalement. C'est un don d'étonnement. Moi, je suis toujours fasciné. Je l'ai dit, Jacques, je l'ai rappelé devant Jacques tantôt et devant vous autres, bien entendu. Je suis fasciné quand je l'écoute. Et c'est pour ça que j'ai adoré mon métier d'enseignant toute ma vie, parce que j'ai beaucoup appris à l'école quand j'étais à l'école, mais j'ai surtout appris en enseignant. Et j'aimais ça parce que j'ai l'impression quand même, le plus souvent quand j'étais en classe, j'apprenais en faisant. J'apprenais, c'est un peu comme un acte de création, et c'est la même chose pour la vie, c'est la même chose pour... mais il faut cette disposition-là, ce tempérament-là, qui aime que la vie soit créatrice, que la vie nous offre des hasards et que ces hasards-là puissent nous aiguillonner vers quelque chose de nourrissant. Donc, être ouvert à la vie. Oui. On pourrait dire. Oui. Si je résume. Oui. C'est sûr que c'est une ouverture. Une ouverture. Oui, mais moi je dis c'est une ouverture à la vie qui se recrée, la vie qui se transforme, la vie qui se renouvelle continuellement, la vie qui nous réserve des surprises. Pas une vie statique. Pas du tout. Oui. Merci. Ben, c'est ma réponse. Il y avait Je Luc. voulais reprendre la question Hey, qui je t'a vais été tellement mal. posée et proposer une réponse. On verra ce que tu en penses. Ah, je vois mieux. Parce que la question qui t'a été posée, tu ne dois pas avoir de grande admiration pour les politiciens. Les politiciens, bien sûr, mais l'admiration, ça se porte sur des êtres rares. Ah, il y a, même en politique, des êtres rares. Actuellement, aux États-Unis, il n'y a pas rien que Donald Trump. Il y a aussi Bernie Sanders, qui est un homme de 75 ans, admiré par la jeunesse américaine. Et moi, tiens, voilà, j'ai trouvé un homme que j'admire en politique. Oui. Moi, l'exemple en politicien, parce qu'en réfléchissant à la question que tu posais tantôt, Jacques, j'ai pensé
aux politiciens qui pouvaient être de cet ordre-là au Québec. Et c'était Jacques Parizeau. J'ai dit que quand, de son vivant, c'était le haïssable. Vous savez, on disait que c'était la belle-mère qui arrivait tout le temps, puis qui venait toujours mettre le trouble un peu dans les... Alors que dans le fond, à la fin de sa vie, bon, quand il est mort, évidemment, on a sorti des beaux documentaires, et là, on s'est aperçu de l'ampleur du bonhomme. Alors, c'est un peu comme Mahler tantôt, quand Stéphane Zweig parlait, quand il était au temps de la controverse, il y avait comme, j'imagine, pas possibilité d'avoir la sérénité pour justement jeter son admiration. Bon, Bernie Sanders, moi, pour répondre, pour poursuivre là-dessus, ce qui me frappe, c'est quand même que c'est quelqu'un de loin. Alors, il nous impressionne parce qu'il est loin, parce que nous autres, on le voit par fragments. Ce que tu dis, c'est vrai. Bon, mais c'est possible. Oui. Et moi, j'ai entendu Manuel Valls l'autre jour, justement, à l'émission On n'est pas couché. C'est un premier ministre français. J'ai trouvé absolument somptueux. J'ai trouvé qu'il exprimait dans une langue, d'une élégance, et il était au niveau du principe, et c'était philosophiquement très fort. Et, bon, j'ai entendu aussi Bernard-Henri Lévy, qui peut être très détestable, mais il était brillant. Il continuait à avoir une part de détestable, mais quand même, il était, parce que la langue, parce qu'il y avait une hauteur dans la pensée et dans l'argumentation qui me semblait admirable. Il y avait une autre question, oui? Oui, moi, j'essaie de comprendre. L'admiration, puis il y a l'opposé, la dépression. OK? Comment tu vois ça, toi, le fait que ceux qui créent dans la douleur, dans la dépression, ils vont être plus créatifs, ou en tout cas, ils vont exprimer des choses que beaucoup de jeunes vont ressentir. Est-ce que tu penses qu'il y a une absence d'admiration, ou il y en a quand même, mais qui est dirigée d'une autre place? Comment tu vois ça? Ben, c'est-à-dire qu'il y a un travail, d'abord, s'ils réussissent à créer, c'est parce qu'ils sont déjà plus tout à fait complètement dans la dépression, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans une reconquête de la vie et des possibilités de vie, parce que l'œuvre, c'est déjà une création, c'est une projection de soi, c'est de la vie qui est créée. Alors dans ce sens-là, c'est une confiance à l'au-delà, à un au-delà de cette, disons, de cet enfer de la dépression. Alors dans ce sens-là, je trouve qu'il y a quelque chose de... Ça peut être un peu plus difficile. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose de jubilatoire. Tantôt, je disais, en parlant de la flamme, là, ouais. Vous savez que la flamme, il y a une partie souffrante, il y a un effort, il y a un travail, c'est sûr, pour que ça tienne droit, mais ça peut être, des fois, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent peut-être avoir plus de travail à faire, mais d'un autre côté, faire une œuvre d'art, dans ce contexte-là, réussir à le faire en s'arrachant à beaucoup de douleur, et bien dans le fond, il y a une transformation, une transfiguration et un dépassement. Et à ce moment-là, il y a un travail de vie qui est fait. Mais c'est parce que la dépressive qui crée va admirer son... Parce que là, on est dans le processus de création, quand on parle de ça, là, le geste d'admirer n'est pas exactement là-dedans. Okay. Mais ce qui est admirable quand même, c'est ce qui est admirable, c'est évidemment le pouvoir de transfiguration à partir d'autant de lacunes, on pourrait dire, de son être. Parce qu'il y a certains artistes qui affirment qu'ils ne sont pas capables de créer quand ils sont dans la joie ou tout ça, c'est quand ils sont dans les douleurs, quand ils sont dans les drames, etc., que c'est là que ça sort. Oui, c'est parce que là, il y a une intensité, c'est sûr, il y a une intensité des contradictions, une intensité et là, mais l'admiration, il y a quand même quelque chose là, la flamme. Mais l'admiration, de notre point de vue, regardons ça, c'est qu'il y a eu un dépassement
de la stricte douleur, la stricte impossibilité. Des fois, on voit ça, moi j'ai vu ça parce que j'ai guidé des fois des jeunes écrivains, des poquets au possible, puis là quand même réussir à faire un recueil de poèmes qui avait bien de l'allure, qui était très beau. Et ben ça c'est admirable parce que ça relève du miracle aussi, ça peut être ça. Ça, je trouve ça admirable parce que c'est comme, encore une fois, c'est une affirmation de la vie. Et moi, je trouve ça admirable parce que c'est de la création. D'autres questions? Ben, il te reste encore du temps. Veux-tu conclure avec autre chose? J'aurais peut-être une question amusante à te poser, Gérald. Ah Quelle oui. lecture tu fais de ceux qui s'admirent eux-mêmes? Oh! Je pose, Ah, je te reconnais. non, mais je pose cette question-là parce que je ne pense pas que le contraire de l'admiration, ce soit la dépression. Je pense que c'est le mépris ou la condescendance. Et j'aimerais voir quelle lecture tu fais de... Par exemple, Donald Trump est très certainement une très icône admiratif. de ce type de personne-là. Alors, ta question, c'est... Ta question, c'est quoi? Quelle lecture tu fais des gens qui s'admirent eux-mêmes? Parce que tu as commencé ton exposé en disant qu'un des pouvoirs de l'admiration, c'est de lutter contre l'espèce de dépression ou de hargne que les gens manifestent envers tout un chacun. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de hargne ou de dépression. Au contraire, ils s'aiment tellement qu'ils prennent toute la place. Alors, ces gens-là, on les situe comment dans le portrait de l'admiration? Évidemment, il y a un volet pathologique qu'on peut imaginer, là, je comprends bien ça. Oui, c'est évidemment des gens qui n'ont pas beaucoup de critiques face à eux-mêmes. C'est des gens qui ne se prennent pas pour des crottes de bouc, comme on dit. C'est des gens, mais c'est... Parce que c'est sûr que dans l'admiration, comme j'en parlais tantôt, et surtout à partir du texte de Mahler, de Zweig sur Mahler, qui montrait comment, quand on est admiratif de quelqu'un qui est admirable, comment il y a un transfert d'énergie. Alors là, à ce moment-là, il y a un manque qui est comblé par quelqu'un qui représente le tout. Évidemment, dans ce cas-là, l'autosatisfaction, c'est évidemment... toi qui es psychologue, tu connais aussi bien les choses que moi, c'est quelqu'un qui se prend pour le tout, qui sait déjà qui est tout, il n'y a pas de manque. Alors, mais l'affaire, il s'admire, mais est-ce que les autres l'admirent? C'est rien que ça. C'est aussi ça, c'est aussi le doute. Mais là, à vrai dire, là, tu me poses une colle, là, parce que... Mais toi, qu'est-ce que tu répondrais? Moi, je n'ai pas nécessairement de réponse à ça, mais je sais que dans l'admiration, il y a tout un volet identitaire. C'est-à-dire qu'on se place en référence à quelqu'un qu'on aimerait d'une certaine façon être. Une sorte d'idéation, je dirais. Alors, l'individu qui s'admire lui-même, au fond, il est un petit peu comme le hamster dans un barillet, c'est-à-dire qu'en s'admirant lui-même, il se prend comme modèle et il perd tous les autres modèles. Donc, il ne peut qu'admirer lui-même, ce qui devient assez statique, comme une circonvolution. Ben, tu sais très bien que c'est très primaire, en tout cas, comme attitude, parce qu'évidemment, l'enfant, au point de départ, il était tout pour le monde, il était tout pour la mère. Il était le monde était lui. Alors, lui, il n'est comme pas sorti de cette phase-là. On sait que la maturation a supposé qu'on fasse des deuils et qu'à un moment donné, on se rende compte qu'on n'est pas tout, qu'on n'a pas tout, qu'on n'a pas le droit à tout. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on se met à comprendre qu'il y en a qui sont plus grands que nous, qui ont plus que nous, et qu'on n'est pas tout. Alors, le processus d'admiration, bien sûr, ce rapport avec ce que vous connaissez, la relation avec la blessure narcissique, l'idéal du moi, la volonté de réparer, évidemment, une certaine blessure, la blessure qui fait qu'on n'est pas tout et qu'on sent qu'on n'est pas tout.
On est inconsolable parce qu'on n'est pas tout. Moi, je suis inconsolable parce que je ne sais pas tout. Moi, je ne sais pas tout, ça, je sais pas. Mais je ne sais pas tout, je suis inconsolable de ça. Mais vous savez, il y a des... Alors, mais lui, dans celui qui s'admire beaucoup, c'est comme s'il n'avait pas fait l'apprentissage, dans le fond, de l'autre, de la blessure, de la différence. C'est comme si le monde était lui. Et ça, c'est très primaire. C'est très primaire. Petit loup. Je t'apprends rien. Quand on est plein de souhaits, on ne peut pas être ouvert aux autres. Pour l'admirer, il faut avoir une certaine limite. Ben oui. Ben oui. Ben oui, pour admirer, bien entendu. On admire, ben comme ce que j'ai dit depuis tantôt, ce que j'ai pensé montrer, c'est qu'on admire plus grand que soi. Puis on n'est pas humilié parce que c'est plus grand que soi, mais au contraire, on a l'impression que parce qu'on est ouvert, parce qu'on est accueilli, puis surtout, c'est au niveau de l'esprit, évidemment, on n'est pas beaucoup en danger, là. Alors, mais là, c'est très autosuffisant, c'est assez... Mais être fier de soi, c'est s'admirer. Oui. C'est pas être si déconnecté que ça. Là. Être fier de soi, je dirais que c'est un sentiment sain, quelque part. Non, mais c'est sûr qu'il y a, vous savez, Mais être fier de soi, puis être imbu de soi, c'est deux choses. C'est parce qu'il y a... Oui. Mais c'est sûr que, vous savez, la psychanalyse, on parle de narcissisme, puis on sait très bien que c'est très mal compris. De dire que quelqu'un est narcissique, c'est très péjoratif, alors qu'il y a un certain narcissisme sain, parce que dans le fond, le narcissisme, c'est ce qui fait qu'on tient à la vie. Vous savez, il ne faut pas... Le monde peut nous agresser d'une façon ou d'une autre. Il faut être capable là, de tenir assez à la vie et assez à sa vie pour pouvoir se braquer. Et dans tout ce que je vous ai raconté tantôt, il y avait un peu de ça aussi. Alors, il y a un narcissisme fondamental qui fait partie même de l'instinct de survie, finalement. Les psychanalystes l'ont montré. Alors, c'est pour ça. Mais de là à aller vers l'autosuffisant, ben là, c'est sûr qu'il n'est pas beaucoup en relation. Il y avait une main levée, oui. Ah, il y avait, oui, il y avait Liliana. Moi, c'était une question ou aussi un commentaire. Tout d'abord, je te félicite pour ton sujet, que je trouve effectivement admirable. Une façon de le dire dans une époque, effectivement, dans laquelle on manque un peu d'objets d'admiration. Ou peut-être qu'on ne manque pas d'objets d'admiration, mais on manque de disposition de le reconnaître qu'on porte de l'admiration pour certaines personnes. Je pense que c'est ce qui est le plus important, ce que j'aimerais qu'il ressorte de ce que je viens de dire, c'est parce qu'on ne sait pas regarder, on ne veut pas regarder, parce qu'on est trop entraîné par le courant à regarder le négatif, alors qu'il y a une possibilité, il y a dans le monde de l'admirable. Oui. Alors, oui, effectivement, il y a dans le monde de l'admirable. Moi, je veux juste faire un petit aparté au sujet de mon grand objet d'admiration, qui est d'ailleurs celui qui a introduit dans le langage courant et dans la philosophie le terme même d'exercice d'admiration et qui est Cioran. Alors, je pense que c'est l'exercice auquel il s'est adonné de rendre hommage à certains objets d'admiration pour lui. C'est vraiment quelque chose d'exemplaire. Et je dirais aussi que dans ces textes-là, il ne s'attaque pas uniquement à des grands monuments de la littérature ou de la pensée. Il a aussi des exercices d'admiration pour les gens très ordinaires. Entre autres, il y a une fille qu'il croise dans un parc ou qu'il voit, je ne sais pas, dans un endroit quelconque et qui le fascine par son être comme ça. Bon, Cioran, c'est un artiste aussi, donc il décrit peut-être la vie avec tout ce côté artistique qu'il a. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile d'une certaine façon d'admirer des monuments un peu de la culture qui sont déjà installés, mais il y a des objets d'admiration dans la vie courante, il y a des personnes qu'on admire
parce qu'ils sont, je sais pas, courageux, par exemple, ou parce qu'ils sont authentiques, ou parce qu'ils font face à des épreuves d'une façon admirable. Là, je ne peux pas m'empêcher de parler de Yvon, mon Dieu, parce que pour moi, Yvon, c'est un sujet, est un sujet, maintenant, ce n'est plus vraiment un sujet, mais c'est un objet, disons, d'admiration pour son authenticité, son engagement, ses valeurs qu'il vivait d'une façon très, très authentique, très humaine. Alors, je vois dans l'admiration un exercice aussi d'humilité et d'abandon devant quelque chose de plus grand que soi. Quelque chose auquel peut-être qu'on aimerait aspirer vers ça, qu'on aimerait s'élever à ça, mais voilà, c'est donc dans le monde ambiant. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu crois que dans l'admiration, il y a juste ce côté-là, lumineux, solaire, c'est beau, qui nous élève? Est-ce qu'on peut parler d'un côté aussi sombre, obscur de l'admiration? Je pense par exemple à toutes les... Tu sais, Hitler a été très admiré par tout un peuple, et Staline, et bon, tout... Ça, c'est l'envers la chose. Est-ce qu'on peut dire que trop d'admiration, ça peut créer quand même certains problèmes? Ben, absolument. C'est-à-dire que je suis obligé de couper là-dessus, mais c'est sûr que, par exemple, un Kundera, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup réfléchi là-dessus, il a dans toute son œuvre, on sait, dénoncé l'attitude lyrique, c'est-à-dire l'attitude d'enthousiasme facile à l'égard du monde, en amour, dans l'art, etc., etc. Il s'est beaucoup manqué des poètes lyriques. Alors, il a écrit des romans, mais il a écrit aussi des textes qui ressemblaient à des essais des fois. Alors, on pense au livre du Rire et de l'oubli, on pense à la plaisanterie, on pense... Alors, et il parle du cas de Mayakovsky. Alors, il est arrivé à... Puis, justement, un peu pour répondre à Stefan Zweig, il dit, l'enthousiasme lyrique, c'est le propre de la jeunesse. Mais évidemment, Stefan Zweig, c'est un peu ce qu'il montrait. Mais surtout, ce qu'il disait, c'est qu'en pensant au cas de Mayakovsky, d'Éluard, et de tous les poètes qui ont encensé à un moment donné Staline, tous ces gens-là, Mayakovsky, qui ont célébré, qui ont fait des poèmes. Alors, il a dit cette phrase qui, pour moi, est assassine et tout à fait belle. Il est arrivé au poète de chanter avec les bourreaux. Alors, dans la mesure où, pendant qu'il y avait des horreurs, eh bien, il y avait des poètes qui chantaient. Alors, alors lui, ça l'amène, Kundera, à remettre tout en question tout enthousiasme, tout élan un peu trop spontané. C'est sûr que c'est pas une attitude semblable qui vise l'ironie, qui est plutôt du côté du doute, qui va nous amener à de la méfiance, finalement, qui va créer l'enthousiasme, la facilité d'enthousiasme. Au contraire, lui, Kundera, mais il y a cette vérité-là quand même, cette idée-là qu'on peut admirer quelqu'un, on admirait Hitler, puis on disait à Hitler, il nous regardait, puis là on se sentait tout à coup grandi, puis on se sentait important. Ben oui, c'est une ordure pareille, puis oui. Alors dans ce sens-là, je retiens encore une fois la phrase de « Il est arrivé que des gens admirables soient devenus des bourreaux et qu'on les a admirés et qu'on a regretté aussi peut-être d'avoir admiré ces bourreaux-là. » Oui. Conclusion? Il y avait une question. J'allais continuer la question qui a été posée tout à l'heure de certains artistes qui ne peuvent créer que dans la douleur. J'irai plus loin. C'est pas moi qui vais être plus loin que ça. Mais Fernand Dumont lui disait, beaucoup plus généralement que ça, il n'y a pas de culture sans crise. Oui. C'était son propos à lui. Effectivement, s'il y a crise, il ne faut pas s'imaginer que la crise, c'est la fin de la culture. Au contraire, la culture n'est pas possible s'il n'y en a pas.
Ben, tantôt, quand je disais qu'il y avait, qu'il y avait toujours comme dans la flamme, là, il y avait un moment où ça vacillait, où il y avait un effort de redressement, qu'il y avait un choc, puis qu'il y avait... Ben, c'est aussi ça le moment de crise. Alors, il n'y a pas... On n'arrive pas à cette... à ce regard très haut sans justement sans avoir traversé, on pourrait dire, le doute, le conflit, les incertitudes, la mouvance du monde, les opinions. Alors, il y a comme une traversée du phénix, finalement, qui fait qu'il y a une épreuve qui a été traversée, puis qui, en plus de ça, puis après ça, mais qui a amené une espèce de dépassement. Mais, oui, dans le noir, on peut... Vous savez, il y a Baudelaire, par exemple. Je pense, mes références sont beaucoup poétiques parce que je suis littéraire, bien entendu. Mais poétique parce que les poètes nous donnent ça plus souvent. Alors, je pense à Baudelaire, je pense à Nelligan aussi, qui, au fond de la grotte, au fond de la nuit, mais justement, trouvaient leur lumière. Alors, la lumière, elle n'est pas forcément au sommet, mais d'un côté, c'est dans la mesure, et Bachelard a travaillé aussi là-dessus, c'est des fois dans la mesure où on va dans la profondeur, dans la noirceur, dans le lait, on pourrait dire, qu'on peut trouver cette lumière-là. Donc, la lumière, elle peut être au fond d'un gouffre, au fond des ténèbres. Oui. Dans des craques. Dans les craques de l'être. Dans la craque de l'être. Dans la craque de l'être, comme dirait. Merci. Bon.